Vendredi santé dans Lady vous écoute aujourd'hui quand le cœur est malade. Voilà le sujet que nous vous proposons à la faveur de la visite sur notre plateau d'un spécialiste du cœur. Il n'a jamais mal au cœur, très certainement. Bonjour professeur. Oui, bonjour madame. Vous êtes professeur Mohamed Ly, vous êtes chirurgien cardiovasculaire et thoracique. Hein, on ne l'a pas rajouté, on n'avait pas la place. Et vous êtes donc au cœur de la chirurgie cardiovasculaire, c'est le cas de le dire. Nous allons parler des maladies du cœur, nous allons parler de cette situation des fois qui est celle des enfants, mais aussi des adultes. Et puis au-delà de cela, du travail de terrain que vous faites, pas seulement en France où vous exercez, mais en Afrique, précisément en Mauritanie, d'où vous êtes originaire. Et vous retournez souvent sur le terrain pour pouvoir apporter ce qui, malheureusement, n'est pas disponible sur place. Ce qui est vrai pour la Mauritanie, il est vrai pour la sous-région. Et avec nous, madame, monsieur qui nous regardez, nous allons donc cheminer au bloc opératoire, notamment, suivre le professeur et puis poser toutes les questions qui vous taraudent comme cela, ne les gardez pas au fond du cœur, c'est le cas de le dire. Alors, pourquoi avez-vous décidé de devenir chirurgien du cœur précisément? C'est par passion. D'abord, je voulais faire la médecine et je voulais faire la chirurgie. Mais c'est pour une histoire un peu qui m'attriste, mais c'est le décès brutal de mon papa pour un problème cardiaque au décours juste de mon examen en fait de spécialité. Le jour même. 3 jours avant, donc il m'a fait choisir donc, la chirurgie et donc l'associer au cœur, tout en sachant qu'en ce moment-là, je ne savais même pas où je pouvais atterrir, parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de centre et je ne savais pas que je pouvais venir en France et surtout y rester. Voilà. Vous nous parlez d'une petite voix comme cela, mais quand on sait que notre vie est entre vos mains, on veut être rassuré de toute façon. Alors, vous nous disiez en préparant cette émission que lorsque le patient vient vous voir, c'est parce que, malheureusement, il faut ouvrir. Oui. Nous, donc je suis chirurgien. Ça ne veut pas dire que j'interviens que quand rien ne va plus. J'ai aussi une grande partie de prévention, mais c'est en collaboration avec les cardiologues. Donc, les patients arrivent, souvent on les opère. On est donc à la dernière étape, donc de remettre le moteur en marche parce qu'il y a des lésions et des dégâts. Donc, que pensez-vous, professeur, que le grand public soit tenu de savoir aujourd'hui? Parce qu'il y a une information qu'on n'a pas toujours, ou on a une information, on ne sait pas trop bien quoi en faire, et puis on se dit, de toute façon, le spécialiste viendra apporter son assistance. Mais y a-t-il des choses que les familles se doivent de savoir aujourd'hui? Quoi qu'on dira, il faut savoir que c'est pas suffisamment dit. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes cardiaques, c'est juste une des premières causes, ou la première cause de mortalité dans le monde. C'est plus que les guerres et les infections transmissibles, le sida réunis. Et sachez que chaque 10 secondes, il y a un individu qui meurt d'un problème cardiaque ou d'une de ses conséquences. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est un fléau grave et pour lequel les solutions ne peuvent pas exister parce qu'elles sont coûteuses quand on arrive au stade où il faut opérer. Mais il y a la grande partie ou la part de prévention pour laquelle je tiens absolument, même si je suis chirurgien, quand même à apporter plus et à marteler dans cette émission pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir que c'est pas du fatalisme. On a eu un problème cardiaque, on peut en guérir, mais surtout, on peut ne pas l'avoir comme maladie. Alors, les problèmes cardiaques, il faut juste que je fasse la différence entre celles qu'on appelle acquises ou bien les problèmes qui sont congénitaux, de naissance. Les problèmes acquises, c'est d'abord chez l'adulte, ce sont les pathologies coronariennes. Alors, il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est actuellement, quand on prend l'Afrique, où jadis on disait que les problèmes cardiaques, c'est les problèmes des riches. Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est un problème de riches et de pauvres, mais beaucoup plus de pauvres. Parce que, alors, les facteurs de risque, c'est l'hypertension. Vous savez qu'actuellement, en Afrique, c'est 60% des populations qui sont hypertendues.
avec des problèmes d'accès au traitement. Il y a des molécules qui ne marchent même pas chez l'homme noir. Donc il faut encore imaginer que avec l'hypertension, le diabète, qui aggrave cette atteinte. Et à l'échelle individuelle, il faut savoir aussi que c'est le stress, la sédentarité, le fait de ne pas bien manger. Donc on va appeler ça malnutrition. Même si ce n'est pas en ayant un plateau plein de chair, plein de graisse, qu'on appelle ça bien manger. Et puis il y a des aliments aussi qui sont pleins de sucre aujourd'hui, beaucoup de sel. Il y a le tabac, l'obésité, l'alcool. Oui. L'alcool, quoi qu'on puisse en dire, un verre d'alcool rouge à table pour les maladies cardiaques, oui, mais pas l'excès d'alcool. Voilà, ça c'est la partie importante des atteintes cardiaques chez l'adulte. Donc, vous voyez, il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Donc, c'est un fléau sur lequel vraiment on peut agir avant que ça nous atteigne. Après, il faut faire la part autre pour les enfants. Donc, l'atteinte chez les enfants, c'est de deux catégories. Donc, les congénitales, l'atteinte congénitale. En Afrique, c'est 500 000 nouvelles affections cardiaques par année. De naissance? De naissance. Oui. Et rajouter à ça les atteintes acquises, et ça, ce sont les infections de la petite enfance, banales, angines, maltraitées. Une petite infection de la peau maltraitée. Donc, ça finit par se loger au niveau des articulations et puis au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette infection, c'est un streptocoque, c'est une bactérie. Donc, elle va détruire les valves qui sont dans le moteur, donc la pompe cardiaque. Et s'il n'y a pas de traitement, et qui dit traitement, souvent, c'est quand même à cœur ouvert. Donc, on a dépassé cette période où on pouvait juste prévenir cette infection parce qu'on soigne l'angine et on est donc couvert de ce problème. Si elle a cardite rhumatismale, c'est-à-dire l'atteinte cardiaque, là, c'est devenu autre chose. C'est une chirurgie à cœur ouvert qui peut être conservatrice ou changer la valve. Alors, ça veut dire tout simplement que si vous ne le faites pas, c'est le décès. Donc, l'évolution est fatale. Ces atteintes, actuellement, comme on dit, comme je vous disais, que c'est l'atteinte aussi, la maladie des pauvres. Oui. Parce qu'elle est beaucoup plus fréquente chez les individus avec la promiscuité, les revenus, faibles revenus, oui. Voilà. Et puis surtout la malnutrition. Donc, on n'a pas beaucoup de chance parce que ce n'est ni le problème des riches, parce on a une transition épidémiologique à travers ce que nous mangeons actuellement, ce qu'on trouve dans nos plats. Et puis, devant nous, la télévision, la télécommande, on ne bouge plus beaucoup, la voiture, on ne fait plus d'exercice physique. Donc, et puis, pour les enfants, ceux qui sont surtout en Afrique, pas d'antibiotiques pour traiter et la malchance de naître avec une cardiopathie congénitale. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pour ces enfants, 90%, c'est-à-dire 9 enfants sur 10, n'aura pas accès aux soins. Et donc 80% finissent par en mourir. Donc vous imaginez un petit peu l'impact que ça peut avoir, même sur le plan économique. Ces pathologies peuvent diminuer jusqu'à 7% du PIB. Donc c'est énorme. Alors voilà, en gros, la situation des problèmes cardiaques, que l'OMS a décrit comme première cause de mortalité, ce n'est plus... ce ne sont plus les infections, hein, ce ne sont plus, c'est pas le sida, ce sont les problèmes cardiaques. Bon, on ne va pas se faire peur, on va rester dans la sensibilisation. On a des images qu'on verra tout à l'heure. Première question, vous avez évoqué en ce qui concerne les enfants, les maladies cardiaques congénitales, hein, c'est bien cela l'expression. Oui. Y a-t-il la possibilité, par exemple, grâce aux échographies, de savoir que voilà, tel enfant qui va naître devrait être pris en charge? Y a-t-il moyen de dépister avant la naissance? Effectivement, il y a des moyens de ce qu'on appelle le diagnostic anténatal. Donc, il est bien vulgarisé dans les pays européens, même un petit peu dans des grands centres en Afrique, parce qu'il suffit juste de former un obstétricien donc pour détecter une pathologie. Après, on peut le confirmer avec un cardiologue qui est beaucoup plus averti. Effectivement, on peut détecter aujourd'hui la plupart des cardiopathies.
certaines qui sont malheureusement à issue certaines létales, on peut envisager et conseiller d'interrompre la grossesse. Voilà. La question que se posent les parents, c'est mais d'où cela vient-il? Un bébé dans le ventre, personne n'y a touché. Qu'est-ce qui produit que? Alors, évidemment, que les cardiopathies acquises, donc on donne la cause tout de suite aux infections, aux affections. Il y a des causes environnementales et aussi certaines affections virales. Il y a la consanguinité, quelques-uns aussi rattachent à des problèmes génétiques souvent, qui sont associés à certaines affections, qui sont spécifiques. Et aussi la consommation d'alcool lors de la grossesse. Donc les recommandations à donner aux mamans, c'est donc pour éviter des malformations cardiaques congénitales, c'est bien cela? Voilà. Il faudrait en effet éviter l'alcool, on le dit, mais on ne le dit pas assez. Parce qu'en même temps, on entend dire, mais bon, un petit verre de vin rouge aurait des vertus. Est-ce vrai? Je ne peux pas le confirmer. Ah, mais il faut nous dire, professeur, oui ou non, pour que l'on sache de quel côté, du verre se tenir. Il paraîtrait effectivement que le vin rouge à table, donc ce n'est pas excessif, aurait des vertus de protection des vaisseaux. Il paraîtrait, vous n'en êtes donc, vous ne confirmez donc pas. Je ne sais pas trop parce que je pense que c'est les épidémiologistes et les cardiologues qui seront à même de confirmer ça. Donc, alors, nous allons prendre notre premier appel au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, madame. Alors, je vous appelle parce que je suis hypertendue depuis ma première grossesse. Oui. Et les médecins essaient quand même de ramener ma tension à la normale. Mais ils n'arrivent pas. Et tout à l'heure, j'ai entendu le médecin dire que il y a des traitements qui ne marcheraient pas sur les personnes de type africaine et qui marcheraient sur les personnes de type européenne. Alors, je me demande si le médecin n'arrive pas à faire baisser ma tension parce que je suis africaine ou s'il y a un autre traitement possible pour les Africains spécifiquement. Merci pour cette question, madame. Professeur, vous nous avez bien précisé que vous n'êtes pas cardiologue, vous êtes chirurgien du cœur. Cependant, vous avez des pistes de réponse. En fait, en disant ça, je parlais des molécules. Il y a beaucoup de molécules qui sont sur le marché, mais qu'on sait actuellement qu'elles ne sont pas efficaces chez la personne noire. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails pharmaceutiques, mais les prescripteurs, que ce soit les cardiologues ou les médecins généralistes, savent faire la part. Ils savent, en fonction du type du patient, donner telle molécule plutôt que telle autre. Effectivement. La question de madame a donc du sens. Elle s'inquiète de ce que peut-être le médecin lui aurait donné ce qu'il sait bon contre l'hypertension sans nécessairement avoir pris en compte le fait qu'elle soit d'origine africaine. En tout cas, actuellement, dans tous les congrès, colloques, on parle de plus en plus. On passe l'information qu'il y a des molécules qui sont donc moins efficaces chez la personne noire. Donc voilà. Par contre, c'est sûr que l'hypertension aussi qui survient après la grossesse peut devenir tout simplement une hypertension à vie. Chronique. Et il faut s'atteler à baisser la pression. C'est très important, donc à normaliser les pressions, pas à baisser de façon pas adéquate aussi. Il y a des normes. Autre question, docteur. Vous avez évoqué, en ce qui concerne les enfants, celle des maladies qui peuvent produire. Vous parliez là de pathologies acquises, c'était bien cela. Je marche sur des œufs, moi, quand je parle à quelqu'un qui ouvre le ventre, le cœur, le corps, tout ça. Donc, des maladies acquises, c'est-à-dire ça n'est pas de naissance. L'enfant est né en bonne santé, simplement, il a été malade de telle ou telle maladie mal soignée, et cela peut produire donc des maladies du cœur. Et la question est, en ce qui concerne les soins dentaires, on entend dire que, parce que les dents, les caries n'ont pas été bien soignées, on pourrait avoir un souffle au cœur. Qu'en est-il exactement? En fait, c'est quand on a un problème cardiaque et qu'on a un problème de carie dentaire, ou en tout cas d'une infection qui peut être cutanée ou autre, cette infection peut se localiser sur les parois du cœur, qui déjà, le cœur est atteint. C'est-à-dire qu'il y a un souffle à la naissance, on vous détecte une pathologie. Et donc, chez ces personnes en particulier, même pour aller juste faire un détartrage, même pour aller voir le dentiste, il vaut mieux faire une couverture par des antibiotiques. Oui. Ça veut dire tout simplement, c'est pour éviter qu'il y ait une infection secondaire sur le cœur, ce qu'on appelle donc en termes scientifiques l'endocardite. Entendez-vous, docteur, que cela arrive parce qu'au préalable, le cœur a déjà un souci? Mais ça n'est pas la maladie des dents mal soignées qui va produire que... C'est parce que la personne déjà est malade d'un problème cardiaque. Donc, Autre appel au téléphone, bonjour.
Allô, bonjour. Nous vous écoutons, madame. Oui, Véronique, je vous appelle car je suis en train de suivre l'émission. Oui. Et je voulais savoir, je voulais poser une question aux chirurgiens, médecins. J'ai un problème au niveau de cœur. Je palpite beaucoup et j'ai l'hypertension. Donc, je voulais savoir, j'ai vu le cardiologue qui m'ont fait une échographie. Et de côté droite, ils m'ont dit que c'est un peu compressé. Que vous ont-ils dit, madame? J'ai peur de n'avoir pas entendu. Que le côté droit du cœur a été compressé, un petit peu compressé. Oui, quelle est votre question, madame? La question, c'est que malheureusement, je suis très tendue et ces derniers temps, je suis anxieuse et je suis très, très angoissée. Donc, je voulais savoir si c'est dû à tout cela. Merci pour cette question. Professeur, vous avez la parole. Alors, je n'ai pas très bien saisi ce qu'on lui a dit pour un côté droit compressé. Oui. Mais ce que je remarque, c'est déjà, elle est hyper tendue, elle est très anxieuse. Donc, ça ne... c'est pas bien. Il faut déjà essayer de surmonter ce problème. Je pense qu'un diagnostic qui n'est pas clair apporte encore plus de stress. Donc, pour un cœur droit compressé, donc je ne peux pas, malheureusement, sur un plateau de télévision, lui dire exactement ce qu'elle a. Une consultation à l'antenne, bien sûr. Ce que je suggère, c'est qu'elle puisse reconsulter et même refaire encore des échos. Probablement que ce qu'elle a comme problème, comme affection, est curable, ou bien qu'il y a une sanction chirurgicale derrière. Alors, pardonnez-moi, allez-y, j'ai dû vous interrompre. Autre question, toujours dans la continuité de celle de madame. Est-ce que le patient qui est malade du cœur et qui, comment dirais-je, est-ce que le fait d'être malade du cœur ne produit pas qu'on a peur, justement, qu'on est angoissé, parce qu'on sait très bien que le cœur, c'est vital, et finalement, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on soit apaisé. C'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement, c'est le cas. Quand on est déclaré cardiaque, on s'attend à tout moment, l'instant fatal de mourir, le cœur va lâcher, le cœur va s'emballer. C'est en fait, effectivement. Mais il faut savoir aussi que les affections cardiaques, autrement dit les atteintes cardiaques aujourd'hui, il y a en face quand même beaucoup de possibilités de thérapeutiques. C'est-à-dire que les patients sont ou guéris parce que c'est une affection guérissable, et le plus souvent, il y a la chirurgie, mais aussi ce qu'on appelle le cathétérisme, mais il y a aussi les médicaments qui sont là. Alors, quelquefois, c'est juste un trouble de rythme, que le moteur est sain, mais les fils électriques s'emballent, et donc ça fait des arythmies. Et avec les palpitations, le patient il ressent que son cœur il ne bat pas régulièrement, et ça lui donne encore beaucoup de stress. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, pour ces patients, c'est lever le stress, éviter tout ce qui est excitant, les cafés, la caféine, le thé, noix de cola. On n'y pense pas toujours, on dit le tabac, l'alcool, et chacun mange sa noix de cola calmement. Effectivement. Alors que... Effectivement. Et c'est un excitant, donc cardiaque. Le thé. Le thé aussi. Le thé, le café, le tabac, l'alcool. Une consommation modérée. Une boisson de couleur noire, gazeuse et sucrée serait-elle parmi... Le Coca-Cola, je ne sais pas. Ce n'est qu'une question. On vous a sous la main, on voudrait tout savoir. Nous allons prendre un autre appel. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, je voulais savoir, la nuit, est-ce qu'il ne faut pas prendre trop de sel ou bien on peut prendre du sel ou bien peu de sel ou bien pas de sel la nuit? Si on n'avait pas entendu. Je n'ai pas compris, monsieur. Pouvez-vous reprendre votre question, s'il vous plaît? Oui, je voulais savoir si la nuit, si on peut prendre un aliment peu salé. Avez-vous entendu ce que monsieur a demandé? Peut-on consommer un aliment peu salé la nuit? Est-ce que c'était cela? Est-ce que c'était autre chose? Je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut modérer la quantité de sel qu'on a dans les aliments. Parce qu'on sait que le sel fait partie des générateurs de l'hypertension. Que ce soit la nuit ou le jour, pour moi, je pense que c'est pareil. Ça n'a pas d'incidence. Je ne veux pas conseiller aux gens de manger hyposalé ou pas du tout de sel. Je pense qu'après, ils ne sont pas malades. Mais l'excès de sel, comme dans beaucoup d'aliments qu'on a en Afrique, effectivement, fait partie des causes qui sont retenues quand même pourvoyeuses de l'hypertension. Puisque nous sommes dans la marmite, professeur, faut-il choisir entre le sel et les exhausteurs de goût, comme tous les cubes, ceci, cela? C'est les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que cela change quelque chose? Quel est l'avis
Alors, je pense qu'en Afrique, effectivement, on aime bien épicer. On met du sel et puis après on remet quelque chose et après on remet des épices. Ce sont des additifs qui ne sont pas effectivement très bien conseillés, en tout cas, surtout leur excès. Je pense que le goût par le sel naturel pourrait suffire, mais ça c'est impossible de le conseiller à un Africain ou une Africaine qui va vous préparer le plat. Mais en tout cas, il ne faut pas en consommer beaucoup. Si on peut en éviter, c'est mieux. Avant de sortir de la cuisine, le piment, est-ce qu'il est dans la catégorie des choses qui emballent le cœur ou est-ce que... Le piment, je pense, c'est beaucoup plus sur l'estomac, sur les aigreurs qu'on a souvent, ou l'ulcère, mais pas... n'a pas d'incidence sur le cœur. Non. Je voudrais, mesdames, messieurs, vous proposer un premier magnéto. C'est un extrait des images que vous avez bien voulu nous amener, professeur. Nous regardons ceci et ensuite, je vous laisserai commenter. On regarde, à tout de suite. Une fois que les équipes sont en place, les interventions commencent très tôt. Les blocs opératoires sont équipés avec le matériel nécessaire pour les différentes opérations. Les aides-soignantes et infirmières préparent le lit des malades pour accueillir les premiers patients opérés. Tout doit être mis en place à temps. C'est un très grand travail de coordination et de préparation pour toutes les équipes de la mission qui ne disposent que de 7 jours pour une vingtaine d'opérations à cœur ouvert à Nouakchott. À 8h30 déjà, le premier patient est anesthésié. Il doit subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Le professeur Li Mohamed, assisté par son équipe, ont la lourde tâche d'effectuer ce genre d'intervention très complexe en Mauritanie. Les interventions peuvent durer en moyenne plus de 4 heures de temps par patient. Chaque membre de l'équipe est concentré sur l'opération. Il n'y a pas de place pour le stress. C'est les mêmes tailles. Une fois que le cœur est arrêté et vidé de son sang, c'est cette machine qui relaie les fonctions du cœur et du poumon. Elle est reliée au corps du patient par des types pour stocker le sang et tout le reste. Elle est surveillée constamment par un spécialiste qui vérifie et contrôle tous les éléments selon les instructions du chirurgien. Vers les coups de 11 heures, l'opération est terminée avec succès. Le patient est conduit à la salle de soins intensifs où déjà beaucoup de malades qui ont bénéficié de la mission sont sous surveillance constante. Quand le cœur est malade, voilà notre sujet aujourd'hui dans le Vendredi Santé avec sur le plateau le professeur Li Mohamed que vous avez dû ne pas reconnaître au bloc opératoire puisqu'il était déguisé avec toute sa panoplie de professionnels. Rassurez-moi, professeur, vous ne vous êtes pas laissé impressionner par ce que vous venez de voir. Nullement pas, non. Nous allons donc donner à nos téléspectateurs la clé de ces images-là, car où est-ce que les choses se passent-elles? Il y a la pratique de terrain. Je disais au début de cette émission que vous allez en Mauritanie pour pouvoir apporter ce qui, malheureusement, sur place n'est pas disponible. Comment les choses se passent-elles? Alors, moi, je suis
j'ai été formé en Tunisie et je suis arrivé en France en 2001. Et je voulais tout de suite rentrer en Mauritanie pour exercer ma spécialité. Mais je ne pouvais pas le faire. Vous imaginez bien, c'est pour des raisons de structure, de possibilités financières, de mise en place d'une équipe complète, comme vous le voyez dans le reportage. Oui. Il y a beaucoup d'intervenants et tous ils sont spécialisés, chacun dans son domaine. Donc j'ai eu la chance de rester en France, mais dès 2002, avec l'aide d'une équipe américaine, on a mis en place la première chirurgie cardiaque à cœur ouvert à Nouakchott. Donc c'était le 4 novembre 2002. Et depuis, on a continué à travers des missions ponctuelles avec l'hôpital Main-Long, où je travaille en France. C'est un hôpital, un des plus grands centres en Europe, en fait. Et puis, les choses ont perduré jusqu'au moment où j'ai créé la Fondation Mauritanienne du Cœur. Donc, c'était en 2008. Et à la suite de ça aussi, j'ai rencontré énormément de médecins français, belges, des Tunisiens. Et c'est devenu un groupe. Donc, on repartait chaque 6 mois à Nouakchott pour faire des interventions chez les indigents. Donc, c'est gratuit? C'est gratuit, oui. C'est gratuit. Donc, pendant l'année, on cherche un petit peu partout des dons en matériel, des possibilités de financer nos billets d'avion, l'hébergement sur place. Et on se déplace durant une semaine. Et on fait des interventions à cœur ouvert, à cœur fermé. Et on fait des diagnostics aussi et des traitements. Et des suivis pour les patients, peut-être que vous avez vu la fois d'avant. Exactement. Donc, voilà, c'est exactement une de nos missions. C'est une mission en 2010. Et depuis plusieurs dizaines, on est aux environs de 250 patients opérés et plus de 1000 patients qui ont un diagnostic spécialisé. Nous allons prendre au téléphone un téléspectateur. Madame, monsieur, si vous voulez, déjà, vous l'avez entendu, le chirurgien sur le plateau nous dit pendant l'année, ils sont à la recherche de dons parce qu'il faut pouvoir financer ce déplacement-là avec tous les spécialistes que vous avez pu voir en images. 2 adresses Internet si vous voulez donc participer à cette belle aventure parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on a besoin de quoi que ce soit. Quand bien même on est logé en Occident, les choses peuvent se gâter un jour qu'on se retrouve en Mauritanie ou à côté. www.mauritanie-coeur.org ou alors www.afmcoeur.org. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Lydie. Nous vous écoutons. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, moi je vous appelle parce que justement j'avais une question au professeur, mais plus concernant l'Afrique. Vous disiez que c'était la cause de mortalité la plus répandue, la plus fréquente en Afrique et au regard du reportage, on a vu qu'effectivement en Afrique on avait des difficultés à avoir de l'argent justement pour effectuer ces opérations. Est-ce que avec votre regard d'expert dans le domaine, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions possibles justement pour apporter cette expertise-là en Afrique, pour apporter cette technique en Afrique, et quel serait éventuellement l'apport de la diaspora dont vous faites partie? Merci. Merci à vous. J'ai envie de dire merci Steve Nguyen. Si ça n'était lui, ce serait son clone. Car c'était l'heure pour moi d'introduire la DSP. Pour nos fidèles téléspectateurs, la DSP qui est donc cette association qui fait de la mutualisation d'expériences en ramenant sur le continent de véritables savoir-faire. Et justement, cela fait écho à la question que posait monsieur. Je voudrais vous laisser y répondre car vous êtes vous aussi sympathisant de la DSP. Effectivement. Je viens de découvrir la DSP et comme d'emblée, moi je me suis positionné sur le secteur santé. Je dis que s'il y avait quelque chose à faire sur le plan sanitaire en Afrique, je suis partant. On a créé cette fondation en Mauritanie, on a créé l'association française franco-mauritanienne du cœur, qu'on a rebaptisée il y a une semaine, AFCAO, Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est simple, les problèmes cardiaques coûtent cher. Il faut savoir que même en Europe ou aux États-Unis, il y a des centres qui ferment, faute de moyens financiers. Et nous, en Afrique, ce qu'il faut éviter, c'est comme ce qu'on voit maintenant, de voir pousser dans chaque endroit des petits projets de chirurgie cardiaque qui peinent à voir le jour. Ce que je pense, d'après l'expérience qu'on vit depuis plus de 10 ans, c'est qu'il faut mutualiser les efforts sous forme de structure sous-régionale, d'en avoir une structure qui est basée en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre ou en Afrique de l'Est ou que je sais-je. Ces centres
vont d'abord pouvoir avoir suffisamment de ressources financières, mais aussi concentrer toutes les expertises. Et ça va permettre de traiter, de former, éviter donc le surcoût posé à ces populations qui n'ont même pas les moyens. Parce que vous imaginez, la chirurgie cardiaque en France ou aux États-Unis, c'est 30 à 50 000 euros. C'est presque le budget d'un hôpital en Afrique. Donc, on arrive à le faire actuellement sous forme de mission. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est de pérenniser notre action. Moi, je suis en France. Ce n'est pas parce que je cherche obstinément à rester en France. Je cherche à rentrer au pays. Donc là, on a même contacté les organes africains de santé, l'OOS, Organisation Ouest-Africaine de Santé, qui est basée au Burkina Faso, pour nous aider à avoir un centre régional qui va s'occuper des plus de 350 millions de populations qui n'ont pas accès aux soins. Donc la diaspora, effectivement, moi je fais partie de cette diaspora, je revendique l'africanité, je ne sais pas si ça peut se dire, mais ça fait longtemps, et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais au Sénégal, c'est pour ça que je vais aussi aller à Abidjan. Il faut juste que les décideurs, les gens qui détiennent les finances, nous aident, parce que la diaspora ne peut pas, je pense... Ne peut pas tout faire toute seule. Ne peut pas tout faire. Et moi, je n'essaie pas aussi de faire croire aux gens que je vais me substituer au ministère de la Santé oui. des pays. C'est un appui. C'est un appui. On a une expertise. Nous sommes des enfants de l'Afrique. C'est eux qui nous ont envoyés pour cette formation. On est capable de le faire aujourd'hui en France, repartir de le faire, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut se dire on peut pérenniser ça. Donc là, on a initié quelque chose. Nous avons besoin de beaucoup d'aide. On gaspille beaucoup d'argent, alors qu'on pouvait concentrer un petit peu plus d'argent sans aussi faire l'amalgame posé souvent, c'est-à-dire affronter la médecine de première ligne et la médecine de pointe. Elles sont complémentaires. Mais certainement, pour que l'État gagne, pour que les populations gagnent et que le système sanitaire soit efficace, il faut, comme je l'avais dit, la prévention. Ça passe par la prévention primaire, les structures de première ligne. Mais à un moment, on est obligé de soigner les gens par des moyens et il faut de l'argent. Lourds. Et il faut de l'argent en ce moment-là. On ne peut pas laisser les gens mourir. Aujourd'hui, vous pouvez mobiliser des millions quand vous faites une quête pour le sida, pour le paludisme. Mais si vous demandez de l'argent pour faire la chirurgie cardiaque, les gens ne donnent pas. Est-ce parce que les maladies du cœur ne se voient pas, ou en tout cas on se laisse moins impressionner par les maladies du cœur parce que c'est à l'interne, alors que le reste, ce que vous avez énoncé, est quelque chose que l'on voit, qui est tangible en tout cas? Et je pense que c'est ça, c'est le rôle. D'ailleurs, j'avais évoqué un petit peu à l'introduction que c'est une sous-information communautaire, si je peux dire. Alors nous essayons d'y pallier en faisant de l'information et de la sensibilisation. C'est un problème grave, c'est un problème très grave, et donc avec beaucoup de morts. C'est un problème pour lequel l'OMS définit que c'est la première cause de mortalité. J'ai bien pesé mes mots en disant que plus les guerres et les maladies même. Alors c'est peut-être caché, mais en fait, vous arrivez à sur une population africaine, dont la moitié ce sont des enfants, et il y a plus de 80% de ces enfants atteints qui meurent. Donc on est certain que sur le plan même développement, le développement de l'Afrique, c'est presque impossible. Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais que nous retournions en images, voir, on va regarder non pas le deuxième, mais le troisième élément magnéto, pour voir comment les choses se font sur place encore une fois, et après nous parlerons des adultes. On regarde ceci, à tout de suite. Au troisième jour de la mission, la Fondation doit recevoir une visite très importante. Madame Tekbir Mint Melainin, première dame de la Mauritanie, présidente d'honneur de la Fondation mauritanienne du cœur. Beaucoup de personnes attendent l'arrivée de la première dame. À l'intérieur du centre de cardiologie, une grande pression monte au sein des équipes de la mission. Le professeur Li Mohamed est un peu nerveux. Il regarde le temps passer, alors que les aides-soignantes continuent leur travail d'assistance auprès des malades hospitalisés. Le convoi de la première dame arrive au centre de cardiologie. Elle est accueillie par le ministre de la Santé, M. Bah Husseinu Hamadi. À l'intérieur du centre,
Elle visite les patients hospitalisés. Les salles d'opération sous les explications du professeur Li Mohamed. C'est des initiatives aussi à encourager, à renforcer. Vraiment, on tenait votre nom à les remercier. Tunis, et je suis chef de service de cardiologie d'un service de cardiologie hospitalier universitaire en Tunisie. Je connais le Dr Li depuis qu'il avait commencé à apprendre la chirurgie cardiaque parce que lui-même, il a appris sa médecine en Tunisie, à Sousse en particulier. Et je savais depuis longtemps que c'était quelqu'un de très brillant, qu'il avait un avenir exceptionnel. Et quand il m'a demandé de le soutenir pour développer la cardiologie en Mauritanie, je n'ai pas hésité un seul instant. Et c'est la 4e fois que je viens en Mauritanie. Nous avons essayé de, premièrement, soigner les malades qui en avaient besoin et qui ne pouvaient pas partir ailleurs. Mais aussi, en même temps et parallèlement, nous essayons de former les cardiologues mauritaniens et les infirmiers mauritaniens parce que le travail de la cardiologie et de toute la médecine, de façon générale, est un travail d'équipe. Ce n'est pas le travail d'une personne, c'est toute une équipe. Et donc j'essaie premièrement de soigner les malades qui en ont besoin, mais aussi de former l'équipe locale à assurer cette tâche. Ce bébé est né avec une malformation congénitale. L'intervention est très complexe. J'étais en train de faire une manœuvre de Rajkind à la tuniso-mauritanienne pour un bébé qui est né avec une malformation congénitale qu'on appelle la transposition des gros vaisseaux, dans laquelle les vaisseaux qui sortent du cœur et qui acheminent normalement le cœur oxygéné vers l'organisme pour l'un et le sang saturé en CO2 pour le poumon, là où il doit être épuré, chez ce bébé, ces vaisseaux sont inversés, si bien que le sang qui est oxygéné circule tout le temps entre le cœur et le poumon et le sang qui n'est pas oxygéné circule tout le temps dans l'organisme, ce qui est une situation qui n'est pas viable. Donc, normalement, il faut créer une communication entre les deux oreillettes pour que le bébé puisse survivre jusqu'à la réparation de cette maladie qui est ce qu'on appelle le switch, c'est-à-dire remettre chacun des gros vaisseaux à sa place. Alors, pourquoi j'ai dit tuniso-mauritanienne? Parce qu'on n'a pas le bon ballon, le ballon adapté à cette procédure. Donc, on a essayé d'imaginer une procédure avec ce qu'on a. On a utilisé des ballons d'angioplastie coronaire, 2 ballons, qu'on a mis tous les deux dans l'oreillette gauche et on a tiré les 2 ballons à travers le foramen ovale et ça a permis de l'ouvrir et donc d'améliorer, j'espère, ce bébé de façon durable jusqu'à ce qu'il puisse partir à l'étranger où il aura la réparation de sa maladie et où il pourra après vivre comme un enfant. Voilà, en espérant que vous êtes plutôt rassurés qu'autre chose dans le bloc opératoire. En général, on ne sait pas ce qui s'y passe parce qu'on a les yeux fermés et on dort profondément. Et là, donc, professeur Li, vous nous emmenez, encore une fois, voir comment les choses se passent. Vous avez évoqué la santé des bébés. On a vu comment vous apportez des solutions sur le terrain. Vous avez parlé aussi des décideurs. Il y a des décideuses. On voit que la première dame de Mauritanie est venue visiter cette mission. Alors, on a beaucoup parlé des bébés, on va parler de ce qu'ils deviennent quand ils deviennent grands, des adultes donc. En ce qui concerne la santé cardiaque des adultes, comment les choses s'articulent-elles? Deux choses. Les adultes qui ont grandi parce qu'ils étaient cardiaques enfants et ils ont grandi avec leurs problèmes. Donc, ils ont été traités ou la maladie a disparu définitivement, donc ils ne sont plus cardiaques, mais il y a des patients qui continuent à évoluer, à grandir avec leur cardiopathie de base, c'est-à-dire leur problème cardiaque de base, mais qui est atténué, ce qu'on appelle pallié ou traité, mais avec souvent malheureusement des changements qu'on opère au niveau de la tuyauterie, parce que c'est la plomberie malheureusement. Oui. Ça, ce sont très peu d'enfants qui évoluent comme ça à l'âge adulte, là, parce que la plupart, on a dit qu'ils guérissent. Ils guérissent sans avoir besoin de traitement à vie. Alors, je mets de l'autre côté les adultes qui ont eu des problèmes cardiaques, ce qu'on appelle les cardiopathies acquises. Comme on a dit maintenant, c'est le rhumatisme articulaire aigu avec l'atteinte du cœur, ou bien les problèmes de coronaire, donc avec l'athérosclérose, l'hypertension, le diabète et tout le reste.
Le problème, on ne peut pas dire qu'ils sont guéris parce que la plupart du temps, on est obligé de remplacer une valve et mettre une prothèse mécanique. Et là, il y aura une nécessité d'un traitement à vie, de traitement d'anticoagulants, et qu'il ne faudra pas surdoser au risque d'avoir des hémorragies ou de sous-doser au risque d'avoir des phénomènes de thrombose parce que le sang va s'épaissir. Ouais. Ça ne veut pas dire aussi que ces adultes ne vivent pas leur vie pleinement, mais il y a une petite contrainte. Alors, ceux qui sont aussi qui ont eu un pontage coronaire parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde ou qu'ils ont eu des artères qui étaient bouchées, qui ont été débouchées, ils ont quand même un traitement à vie. Ça veut dire tout simplement qu'il vaut mieux donc prévenir que de guérir. Voilà. Donc, pourquoi prévenir? Parce que quand vous prévenez, vous avez quand même une chance de ne pas avoir cette pathologie. Ouais. Et quand il faut la traiter, il faut juste se mettre quelque part dans la tête l'idée que ce n'est pas totalement guéri. Peut-être qu'il n'y a plus de problème, mais on a déplacé le problème parce qu'il y a un problème de traitement à vie qui est aussi coûteux. Au téléphone, nous avons quelqu'un. Bonjour. Bonjour, madame. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'est pour féliciter le docteur Limamadou. Oui. Comme moi, je suis d'origine mauritanienne. Oui. Pour cet excellent travail. Voilà, je le fais bien, je le félicite beaucoup. Et ça ne me fait pas rappeler le premier médecin cardio, un professeur en cardio en Mauritanie, c'était le professeur Faza, médecin militaire. Également, je le remercie aussi. Voilà. Merci, monsieur, pour cet appel. Des félicitations bien méritées, professeur. On a juste envie de vous avoir en mission, chacun dans son pays, parce qu'on sait bien que là où ça manque, il faut apporter des solutions. Savez-vous s'il y a autant d'initiatives que la vôtre, ça et là? Et si oui, est-ce que vous travaillez en synergie quelquefois? Il faudra quand même souligner et remercier les organisations non gouvernementales qui œuvrent beaucoup sur le terrain ou en faisant rapatrier des enfants en France. Je citerai en passant la chaîne de l'espoir, le mécénat chirurgie cardiaque, Terre des Hommes, Rencontre africaine, etc. Il faut louer ce qu'ils font, sauf que c'est quand même une action qui est limitée parce que, comme je dis ça souvent, c'est les enfants qui ont eu la chance de gagner au loto. Les autres, et les autres qui sont dans la ville d'à côté ou voilà. qui... Alors, ce que nous faisons actuellement, il y a aussi des gens qui prennent l'initiative de faire dans leur pays, comme j'ai dit, ce qu'il faut éviter. Ça, il faut éviter de faire des petits centres un petit peu partout. Des petites initiatives qui peuvent s'essouffler rapidement. C'est voué à l'échec. Oui. C'est voué à l'échec parce que, comme je l'ai rappelé, il y a des centres qui ferment pour se rapprocher, pour mutualiser les moyens financiers et humains. Ce sont des spécialistes, premièrement. Donc, si j'ai quelque chose vraiment aujourd'hui à dire aux décideurs ou à mes collègues, autres médecins, chirurgiens en formation ou implantés en France ou ailleurs, c'est que si vraiment on veut faire quelque chose de pérenne pour l'Afrique, c'est qu'il faut qu'on s'organise sous forme de structure, de pôle d'excellence dans les sous-régions. Et, exemple, moi je suis prêt pour rentrer en commun accord avec ma famille, bien sûr. On rentre en Afrique. C'est un homme sage, notre chirurgien. On rentre en Afrique, on a beaucoup de choses à apporter pour nos concitoyens, nos frères. Et je suis parti en Mauritanie, je fais beaucoup de missions, une dizaine de missions. Je viens du Sénégal et comme je vous disais, je vais à Abidjan, mais je suis appelé aussi au Cameroun et au Togo et au Congo. Je ne pourrais pas faire toutes ces missions. Oui. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est que assez rapidement, il ne faut pas qu'on perde du temps. Il y a beaucoup de gens formés, des cardiologues, des chirurgiens cardiaques, des infirmières qui travaillent dans plusieurs endroits en Europe. Et puisque ça m'intéressait de rentrer, j'ai fait un sondage pour savoir un peu si j'ouvrais un centre qui respecterait les normes. Ce sont quand même des normes qui sont standardisées, mais qui sont évolutives aussi. Et je leur dis, est-ce que vous me suivrez pour rentrer? Et quelle est la réponse? Ils m'ont dit oui. Bon, alors, il ne faut pas se leurrer. Il y a l'aspect un petit peu confort de vie. Il est indéniable que... La prime de chaleur, voilà. Le jardinier, le chauffeur et la piscine. Oui, on ne cherche pas à s'enrichir, mais je pense que quand on fait ce genre d'effort pour cette chirurgie, une des nobles chirurgies, et qui est quand même
coûteuse et difficile, il faut que les gens puissent être fidélisés. Il faut qu'ils puissent se retrouver un petit peu, ne serait-ce que pour leur famille. Alors, on va regarder notre dernier magnéto. Ce sont justement quelques-unes des personnes qui ont bien voulu aller dans cette heureuse aventure avec vous. Je m'appelle Bana, je suis infirmière au Centre national de cardiologie à l'unité Cheikh Zayed. Je suis infirmière de la réanimation. J'ai bénéficié quand même d'une certaine formation avec nos collègues françaises qui sont là. On a travaillé avec eux depuis 2003, il n'y a pas de problème. On s'occupe des malades en soins post-opératoires. Je suis infirmière à Paris, je vis en France et c'est ma première mission avec l'équipe de Mohamed Ly et tout se passe très bien. J'ai été très bien accueillie par l'équipe de Mohamed sur les infirmiers et les anesthésistes. J'ai été très bien accueillie par le personnel d'ici, tout le personnel encadrant. Les conditions de travail sont peut-être différentes en France, mais on retrouve les mêmes soins, ce qui ne change pas beaucoup. Il suffit de s'adapter et on arrive à faire quand même de grandes choses et de bonnes choses. Je m'appelle Nathalie, je suis infirmière. C'est la 5e fois que je viens avec le docteur Ly et son équipe pour une mission en Mauritanie. C'est toujours avec grand plaisir que je viens. Donc moi je suis là pour m'occuper des patients en post-opératoire, donc tous les patients qui ont été opérés d'une chirurgie cardiaque, qui ont pu bénéficier donc d'une chirurgie cardiaque et ainsi parfois ceux qui nécessitent une surveillance plus rapprochée après une intervention en salle de cathétérisme. Donc notre rôle aussi consiste à enseigner aux infirmières qui travaillent dans cet hôpital nos méthodes de soins quand nous avons la chance d'en avoir avec nous. Elles sont toujours très motivées pour apprendre comment s'occuper d'un malade qui a été opéré du cœur. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on essaye de leur faire partager la manière dont nous travaillons et les connaissances que nous avons. Je m'appelle Komokani Kamara, je suis infirmière en réanimation adulte au centre chirurgical Marie Danmong en France. Voilà, mais moi je suis vraiment fière de venir travailler en Mauritanie parce que c'est quand même mon pays d'origine. Je réside en France mais mes parents sont mauritaniens et venir travailler dans mon pays un jour si les conditions de travail viennent à s'améliorer, pour moi c'est envisageable, surtout avec le professeur Ly qui a quand même beaucoup d'ambition pour ce pays et qui envisage de créer une fondation, donc travailler avec lui dans cette fondation. Vous ne le connaissiez peut-être pas, voilà, désormais vous savez qui vous devez avoir vraiment chérir sur votre cœur, car le professeur Ly, ici présent sur notre plateau, avec la mission qu'il fait et les soins qu'il apporte à titre gratuit à celles des populations qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, et peut-être aussi à celles des populations qui en ont les moyens, mais ne trouvent pas la structure technique adéquate. Voilà, beaucoup de très bonnes choses. Vous regardez ces images et vous avez l'air de les découvrir parfois. Oui, c'est très émouvant parce qu'en fait, tout seul, j'aurais pu rien faire. Parce que quand on opère, on ouvre en cœur, on l'arrête avant, il faut qu'il remarche à la fin. Et autour de moi, il y a toujours les mêmes personnes, depuis plus de 10 ans, qui m'accompagnent. C'est eux-mêmes qui m'ont donné la force de faire ce que je fais, en fait. On s'est organisé autour d'une association qu'on appelle toujours franco-mauritanienne, franco-africaine, mais ils sont le socle de ce qu'on arrive à faire, en fait. Et c'est très important parce que même pour pérenniser un centre en Afrique, ces gens-là sont prêts aussi à me suivre. Et c'est ça que c'est ma satisfaction, en fait, d'avoir ces gens-là qui se donnent de façon bénévole, qui laissent leur famille et pendant une semaine dans une aventure à haut risque, certainement, parce que on y va pour faire quand même de la chirurgie de haute qualité, mais il ne faudra pas qu'on se dise tout simplement que c'est banal, on fait ce qu'on peut, on revient. Non. On est tenu à la qualité de ce qu'on fait. Une fois que vous êtes sur le terrain, il faut que ce soit comme si vous n'aviez pas quitté votre bloc opératoire région parisienne. C'est ça, c'est la réussite de tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est grâce à ces personnes qui se dévouent vraiment. Alors, on va devoir terminer cette émission, mais est-ce que j'ai le temps de poser une question? La régie va me dire que oui, que non. Vous l'avez dit, pour soigner un cœur, pour opérer, il faut arrêter le cœur et le faire démarrer à nouveau. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui prend la relève si le cœur ne bat plus? Alors, c'est la machine qu'on a vue dans le film à un moment. C'est ce qu'on appelle la machine cœur-poumon.
Ouais. Pendant qu'on opère, il faut imaginer que le cœur est vide, il est ouvert, il n'y a pas de sang. On ouvre, on fait tout ce qu'on doit faire comme un moteur. On peut même l'enlever du corps humain. Oui. Et puis le remettre. Mais il faut qu'il rebatte. Il y a des techniques qui sont bien sûres aujourd'hui et rigoureusement certaines qu'il ne faut pas louper. Parce que c'est ce qui fait donc la difficulté, mais surtout le charme de cette chirurgie. Quand vous parlez du charme, vous ne pensez pas si bien dire. Alors, est-ce que vous, pendant que vous êtes en train d'opérer, est-ce que vous pensez que peut-être le cœur ne redémarre pas? Est-ce que vous vous posez cette question ou est-ce que vous êtes beaucoup trop concentré sur ce que vous faites? Sincèrement, non. Les techniques sont maîtrisées. C'est une chirurgie qui a démarré dans les années 50. Ouais. Elle a beaucoup évolué. Actuellement, effectivement, c'est sûr que quand on respecte ce qu'il faut, il y a beaucoup de chances de sortir le cœur. La personne vivante avec son cœur. Alors, quelquefois, si le cœur est vraiment très malade, il y a aussi d'autres artifices, des moyens d'assistance. Et en Europe, vous avez la greffe cardiaque. Donc, c'est rare qu'une personne décède sur la table opératoire parce qu'il n'y a pas de solution. Quand on sait comment le cœur est fait, quand vous regardez les êtres humains autour de vous où tout n'est que vanité et que vous savez du dedans comment les gens sont constitués, vous vous dites on est bien peu de choses, c'est ça qui vous rend aussi humble? Oui. Je pense que ça m'a... personnellement, avec cette chirurgie, je me suis rendu compte en fait qu'on n'est pas grand-chose en fait, mais que c'est important l'humain aussi. C'est pour ça que on ne peut pas accepter les gens qui décèdent parce qu'il n'y a pas de moyens. Il faut donner espoir à chacun pour promouvoir sa santé et la préserver surtout. C'est pour ça que je me battrai encore et je continue à me battre pour que ça puisse se faire. Vous n'avez jamais mal au cœur, vous-même, jamais? Pas encore, mais... Vous avez l'antidote. Alors, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs ces deux adresses Internet où nous vous recommandons vivement d'aller apporter ce que vous pouvez apporter, www.mauritanie-coeur.org et www.afmcoeur.org. Tout ceci pour accompagner un homme de cœur que nous avions sur le plateau. C'est le professeur Mohamed Ly et nous vous souhaitons très bonne continuation. C'est un peu intéressé parce que nous espérons que quand nous aurons besoin de vous un jour dans un bloc opératoire, vous serez passé par là. Merci Bonne beaucoup. continuation à vous, professeur. Merci beaucoup, madame. Merci. À demain. Merci.